Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Benoît Apparu, député UMP de la Marne, maire de Châlons-en-Champagne, ancien ministre. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi pour co-présenter l'émission, Pierre Cavret, éditorialiste économique de Ouest France, et Pierre Cochet, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs, merci d'être avec moi ce matin. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour poser votre question à notre invité, réagir à l'émission. Je me ferai un plaisir de retransmettre vos questions à notre invité. Benoît Apparu, commençons par l'actualité qui a marqué votre formation politique et au-delà ce week-end avec ce meeting dans lequel Nicolas Sarkozy est revenu sur la loi Taubira en annonçant qu'il souhaitait une abrogation de la loi. Alors, on s'attendait à des critiques venant de la gauche, mais il y en a eu aussi de son propre camp, et notamment de ses plus fidèles soutiens à l'UMP, qui lâchent un petit peu du lest, qui lâchent un petit peu Nicolas sur cette question-là. À votre avis, est-ce que Nicolas Sarkozy, franchement, a commis une faute politique ? Ça, c'est à lui d'en décider, c'est à lui de faire campagne comme il entend faire campagne. Je ne vais pas juger de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour le juger. Pourquoi ? Parce que je suis l'un des rares à droite à avoir voté en faveur du mariage pour tous. Donc, évidemment que ce qu'il nous dit là ne correspond pas à ce que je pense. Sur le fond, Tout à fait. La première question, c'est quand même une question de fond. Est-ce que oui ou non, on considère que les homosexuels peuvent se marier, peuvent élever des enfants? C'est ça la question qui était posée à l'occasion du mariage pour tous. J'y ai répondu oui, donc la position de Nicolas Sarkozy sur le fond ne me convient pas. Mais ce qu'il soulève là dans ce meeting-là, c'est sa volonté de revenir. Donc c'est un geste politique qui est différent de ce que pensent forcément les Français. Mais cette volonté d'abroger le texte, à votre avis, est-ce qu'il y a de la démagogie derrière? Est-ce qu'il y a de l'opportunisme? C'est un peu ce qui revient dans les critiques les plus formulées. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait tous depuis longtemps que Nicolas Sarkozy est partagé sur le sujet, qu'il a toujours été en faveur de ce qu'on va appeler la reconnaissance sociale de l'amour homosexuel, entre guillemets la partie célébration du mariage, mais qu'il était opposé à la filiation. Est-ce qu'il a cédé à la salle? Est-ce qu'il a fait de l'opportunisme politique? J'en sais rien, vous lui poserez la question. Pour ce qui me concerne, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fond. Et en l'occurrence, étant en faveur de cette loi, je ne partage pas son analyse. Alors, vous l'avez votée, cette loi, vous êtes un des rares à l'UMP l'avoir fait. Alain Juppé vous a suivi. Quand même, c'est ce qui remonte. Il n'a pas suivi, il a exprimé une position. Dans les heures occultibles, en disant qu'il était pour la filiation, pour l'adoption. Alors, y a-t-il un combat à mener à l'intérieur de la droite entre les plus conservateurs et les plus pragmatiques aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est un combat. Que dit Alain Juppé? Il dit la chose suivante. Il faut séparer ce qu'on va appeler la capacité d'élever un enfant et la capacité de faire un enfant. La manif pour tous s'est toujours prononcée sur un sujet qui était de dire un enfant, c'est un homme et une femme, c'est un père et une mère. Oui. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez avoir des orphelins, vous pouvez avoir des divorcés, vous pouvez avoir des gens qui vont élever un enfant seul. Élever un enfant seul. Parce que seul, ou en couple homosexuel, ou en couple hétérosexuel, on peut donner tout l'amour possible et très bien élever un enfant. La notion de faire un enfant est d'une autre nature. Ouais. Raison pour laquelle Alain Juppé dit « Je suis en faveur du mariage tel qu'il a été fait aujourd'hui, qui reconnaît l'amour homosexuel et qui donne la capacité d'adopter, mais je suis résolument contre la PMA et la GPA, parce que là, ce serait reconnaître la capacité de faire un enfant pour les couples homosexuels. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une ligne de conduite. Alors, est-ce qu'on veut derrière en tirer des conclusions sur il y a les modernes, les archéos? J'en sais rien. En tout cas, il y a deux positions différentes. Pour revenir à Nicolas Sarkozy, quand même, on a des polémiques, on a des sondages qui sont mauvais. Comment est-ce que vous expliquez ce retour raté? Je ne sais pas si le retour est raté, on le verra dans 2 ans et demi. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra juger des choses définitivement pour savoir si le retour a été réussi ou raté. Donc, je sais bien qu'on a, et c'est normal, c'est votre métier, vous jugez l'actualité. Nous, on doit regarder un temps légèrement plus long. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que Alain Juppé a plutôt bien réussi sa rentrée dans l'atmosphère, que c'est un peu plus compliqué pour Nicolas Sarkozy et plus compliqué encore pour François Fillon et pour d'autres. Pour moi, il reste 2 ans et demi. 2 ans et demi. Juste pour bien qu'on se cale sur les délais, nous sommes en ce moment en novembre 2009 par rapport à la présidentielle de 2012.
François Hollande est à combien dans les sondages en novembre 2009 3%. Donc on pourrait dire qu'à ce moment-là, il a raté sa rentrée dans la campagne. Et pourtant, il en est bien sorti. Il s'est Et donc passé l'essentiel beaucoup de sera choses jugé dans depuis, 2 ans et demi. effectivement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour l'instant, la Juppé est devant. Je suis en train de vous dire pour l'instant qu'effectivement, en ce moment, et je pense que c'est durable, il y a une alchimie particulière qui se déroule, comme elle se déroule à chaque présidentielle, entre Alain Juppé et les Français. Et que les caractéristiques qui sont les siennes, l'image qu'il renvoie aux Français, correspond à l'attente des Français. Crédible, sérieux, qui reste sur une ligne. Elle plaît ou elle plaît pas, tant pis, mais c'est sa ligne, et c'est sa vérité, sa sincérité. Et je pense que ces caractéristiques-là, aujourd'hui, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui n'est pas trop clivant, comme on dit, correspond à l'attente des Français. Alors, sur le fond, justement, la Juppé a choisi peut-être de rassembler davantage que le ferait Nicolas Sarkozy, en jouant plus la carte de l'ouverture au centre qu'en lorgnant à droite de la droite. Est-ce que c'est une stratégie qu'il compte maintenir C'est justement pas une stratégie. Mmh. Ce qui peut différencier Alain Juppé d'autres, c'est qu'il ne souhaite pas développer une stratégie électorale. Il dit, ben voilà ce que je suis, voilà comment je vois les choses, et ce qui m'intéresse avant tout, c'est de gérer le pays. Certes, il faut une campagne électorale. Elle est indispensable, c'est l'expression même de la démocratie. Simplement, l'enjeu principal, c'est pas de savoir si on va draguer à droite, au centre, à gauche ou à l'extrême, je ne sais quoi. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui qu'on sera certain de faire demain. Parce que l'essentiel, c'est bien de gérer le pays, c'est pas de faire une campagne électorale. Ne pas changer d'opinion en fonction des publics qui sont devant nous, c'est plutôt pas mal. C'est exactement ça, c'est de se dire qu'en septembre, il parle à valeurs actuelles. En novembre, il parle aux inrecuptibles. Et dans les deux cas, il dit exactement la même chose. On a une question de Yann. Il nous dit « Il me semble qu'Alain Juppé n'a pas beaucoup de soutien, alors qu'il est la personnalité de droite la plus populaire. » C'est ce qu'il nous dit. « Craignez-vous qu'il soit encore davantage isolé lorsque Sarkozy aura pris la tête de l'UMP ?» Je ne le crois pas parce que Alain Juppé, à la différence de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, est parti, entre guillemets, beaucoup plus tard. Et donc, il n'a pas rassemblé, entre guillemets, et comptabilisé des soutiens. Vous savez, on a souvent dans les partis politiques, quand on prépare des campagnes électorales, la mallette du parfait candidat. Bien marketé. On sort un livre, on fait un tour de France, on réunit ses soutiens, on affiche ses soutiens, on fait la liste de tout ça, et regardez comme je suis beau, fort et entouré. Il me semble que ces martingales très marketées sont totalement dépassées. Donc Alain Juppé a pris une décision au mois d'août, il l'a annoncé aux Français, sans vraiment la marketer. Ses plus proches collaborateurs n'étaient pas au courant. Il a assumé sa volonté, son choix, son désir. Il l'a dit. Sur son blog. Sur son blog. À partir de là, effectivement, on commence maintenant à organiser les choses. Mais vous savez, je l'évoquais pour d'autres sujets. Nous sommes à 2 ans et demi de la présidentielle. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout dévoiler tout de suite. Il faut tenir le tempo. Si effectivement on dit, ben voilà, tous nos soutiens, tous nos projets, tout ce qu'on va faire, dans 6 mois, on est à sec. Dans 6 mois. Et remettre l'UMP en ordre de marche, auquel cas, est-ce qu'il faut refonder l'UMP, et auquel cas, quitte à changer son nom également? Ça, c'est effectivement un des points de vue de Nicolas Sarkozy, qui a annoncé qu'il allait changer l'UMP de fond en comble. Pourquoi pas? Je dirais 2 choses. La première, il faut pour moi garder ce qu'est l'ADN de l'UMP. C'est-à-dire? L'ADN de l'UMP, c'est un parti de centre et de droite qui réunit les familles centristes, libérales et gaullistes. C'est ça l'ADN de l'UMP. Et cet ADN-là, pour moi, il faut le conserver. Donc les centristes, oui, les centristes, une partie sont partis, oui, mais une partie sont restés. Et donc l'idée, c'est d'aller récupérer une partie sont restés. Non, attendez. Sans doute. Vous avez effectivement, quand on a créé l'UMP, vous aviez l'UMP d'un côté, et de l'autre côté, ce qui est devenu, on va dire, l'UDI. Bayrou à l'époque. Bon. Aujourd'hui, au sein de l'UMP, vous avez encore des centristes. Et on a besoin de ces centristes au sein de l'UMP. L'UMP n'est pas bien sûr, mais n'est pas une famille politique de droite, c'est une famille politique de centre et de droite, elle doit le rester. Deuxième élément, ça pour moi, cet ADN, il faut le conserver. Mais la question principale qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est à quoi sert un parti politique au XXIe siècle? Il se trouve que nous sommes, pour ce qui me concerne, issus d'une famille politique, l'UMP, qui n'a toujours eu qu'une vocation, gagner l'élection présidentielle.
C'est l'autre ADN, si vous voulez, D'accord. des formations d'inspiration ou de fonctionnement gaulliste. Ben ça, il faut le changer. Mais pour autant, aujourd'hui, avec l'éclatement effectivement de toutes les familles politiques, on voit bien que c'est compliqué et il faudra absolument que l'UMP rassemble plus largement qu'elle le fait aujourd'hui, soit moins clivante qu'aujourd'hui. Comment y arriver? Ben, ça, vous poserez la question au futur président. Pour ce qui me concerne, je pense que pour rassembler, il faut 3 choses. La première, conserver l'ADN que j'évoquais, du centre à la droite. Et Benoît Apparu, vous savez que déjà à l'UDI, des voix s'élèvent pour rester indépendants. Comment est-ce que Nicolas Sarkozy va-t-il rassembler un mouvement plus large qu'il n'est actuellement, alors qu'il semble de plus en plus clivant dans son propre camp? Penser, c'est pas simplement des hommes, c'est aussi des idées. C'est pas juste parce qu'ils sont 18 à l'UDI et 18 centristes à l'UMP qu'on va dire celui-là c'est le parti centriste et pas celui-là. Ce qui compte, c'est avant tout la philosophie de pensée que l'on dégage. C'est de savoir si on a la capacité au sein de l'UMP à assumer des divergences sans en faire un drame. On évoquait le mariage pour tous. Il y aura des positions différentes au l'UMP. Tant mieux. C'est une richesse. Si effectivement, à chaque différence, on se tire des coups de fusil les uns les autres en disant « Ah, lui, il n'est pas d'accord avec lui, etc. » Là, on va se planter. Si on veut incarner un parti politique moderne, qui là encore représente la diversité des modes de pensée de notre famille politique, ben, encore faut-il qu'elle puisse s'exprimer ces différences sans que ce soit un drame pour les uns et les autres. Très bien, on va passer à une autre séquence. On va parler de toute autre chose. On va aborder une réforme qui est importante actuellement et qui est menée de façon un peu laborieuse, on peut le dire. C'est celle de la réforme territoriale, en tout cas en termes de méthode et d'agenda. Vous êtes concerné assez directement sur 2 plans. D'abord par le fait de la programmation de loi militaire. On va aborder ça tout de suite. Parce que vous êtes maire de Châlons-en-Champagne, qui est une ville qui est touchée par le départ des militaires. Le ministre de la Défense et Manuel Valls ont promis des compensations. Où est-ce qu'on en est? Ça se discute, ça se négocie. Et nous avions hier soir un comité de pilotage avec le préfet pour commencer à regarder quelle est la méthode de travail pour effectivement discuter, négocier les compensations en question. Donc ça commence. Comme toujours, c'est trop lent. Mais les règles administratives sont ce qu'elles sont, donc il faut bien évidemment les respecter. Mais on va essayer de mettre un coup d'accélérateur pour que les compensations en question nous permettent de changer le modèle économique de cette ville. Ça pourrait prendre quelle forme? Des aides pour développer d'autres Vous avez une ville activités? Essentiellement ça. S'il s'agit de cofinancer la création de la piste cyclable ou de la piscine, ça ne changera rien au film pour notre ville. Nous, notre objectif, c'est clairement de se dire, nous voulons des cofinancements sur des opérations permettant de créer de l'activité économique nouvelle et de changer le modèle économique de cette ville. C'est une ville qui est mono-industrie, avec une industrie particulière, la fonction publique. Nous avons 56% de la population active de cette ville qui est fonction publique, 25% en moyenne française. Donc c'est une petite ville, mais préfecture de région. Et donc il faut qu'on arrive à changer le modèle économique de cette ville pour inventer ce qui sera le développement économique de ce territoire pour les 30 ans qui viennent. Justement, on a une question de GG Ella, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui nous demande des précisions là-dessus. Il nous dit en substance comment créer de l'emploi privé pour la ville et la région concrètement. Concrètement, il faut qu'on imagine ce que sera le modèle industriel de demain pour un territoire comme celui-là. On sait qu'on va avoir dans les 20, 30 ans qui viennent des évolutions gigantesques de nos modèles économiques. Prendre un exemple très concret. La loi de transition énergétique va obliger notre pays, tant mieux, de passer de 20% de recyclage des déchets du BTP et des déchets des routes à 70%. On ne sait pas le faire techniquement aujourd'hui, parce qu'il faut caractériser les matériaux pour pouvoir en définir les composants et savoir comment derrière on peut les recycler. Ça demande donc la création d'une filière de recherche, puis d'une filière industrielle. En gros, on va essayer de pousser ce type de sujet-là, obtenir des cofinancements de l'État pour travailler cette question-là en se disant comment on crée sur Châlons cette filière économique qui pourra générer, un, de la recherche et deux, derrière, et évidemment du développement industriel pour travailler ces sujets-là. Et donc, notre idée, c'est pas de se dire on va partir, entre guillemets, de rien et réinventer la poudre, mais notre idée, c'est clairement de se dire on veut investir sur ce qui sera l'industrie de demain et pas celle d'hier. Et sans oublier, bien évidemment, l'aménagement des territoires. C'est clair, vous êtes un élu de territoire, et donc à ce titre-là, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle carte à 15 régions votée par le Sénat? Par le Sénat ou par la Commission à l'Assemblée? C'est déjà pas la même. J'ai un vrai problème sur, vous l'avez évoqué, sur la méthode qui a été choisie.
Parce qu'on a le sentiment que tout ça s'est fait non pas en se disant quelle est la vision du territoire que je vais avoir à 50 ou 100 ans. Quand vous dessinez une carte territoriale, elle a vocation non pas à durer 3 ans, mais à durer 50 ou 100 ans. Et donc normalement, on peut s'attendre, quand on prépare quelque chose pour 100 ans, à ce que ce soit étayé sur la base d'études d'impact conséquentes en matière démographique, économique, de transport, de flux de personnes. Bref, on s'imagine qu'il y a un travail très lourd qui a été fait. Non, rien. Alors, pour revenir à votre Donc région... on a un vrai problème de méthode. Alors, pour revenir à votre région, une grande région, c'est une grande métropole. Est-ce que ce n'est pas un problème pour votre région, principalement? Je pense que le problème principal de cette réforme territoriale, c'est qu'on a fait des régions à la carte, sans avoir une philosophie derrière. Je vais vous présenter ce qui peut être une philosophie, c'est contestable par d'autres. Mais il me semble qu'au moins elle tient la route. Quand vous regardez le développement français, européen et mondial, ce développement se fait principalement, non pas autour des régions, mais autour des métropoles. Ce sont les très grandes villes qui tirent l'ensemble des territoires mondiaux. C'est le cas aussi en France. Et nous avons en France, tant mieux pour le pays, 8-10 métropoles d'envergure européenne et une métropole d'envergure mondiale. Il me semble que faisons autour de ces grandes métropoles l'équivalent du Grand Paris. Sur votre territoire? Sur notre territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il nous faut faire le Grand Lille à l'instar du Grand Paris, le Grand Strasbourg à l'instar du Grand Paris. C'est-à-dire des petites régions centrées autour de leur métropole. Et donc, il me semble, pour en tirer des conséquences pratiques, qu'on aurait dû faire une région Nord-Pas-de-Calais autour de Lille, très fortement concentrée autour de Lille, idem Strasbourg. Et quand vous n'avez pas de métropole, mais des réseaux de villes intermédiaires, d'organiser une région autour des villes intermédiaires. Et donc, si je prends ce grand quart nord-est, ça fait pour moi une petite région autour de Lille, Nord-Pas-de-Calais, une petite région autour de Strasbourg, l'Alsace, et puis au milieu, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, avec un réseau de villes, d'un côté Amiens, au milieu Châlons-Reims qu'on rapprocherait, et Metz-Nancy, à l'est de cette région-là. Et là, on a, à mon avis, une carte qui est évidemment perfectible, qui a des milliards de défauts, mais qui au moins repose sur une vision à long terme. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision à long terme. En parlant de pas de vision, il y a aussi une volte-face de Manuel Valls sur la suppression des conseils départementaux. Pour vous, c'est un manque de courage politique? Clairement, et là encore, ça remet fondamentalement en cause la réforme. Une réforme, quand elle vous est présentée, il y a petit a, petit b, petit c. Il y avait grand 1, les régions, grand 2, les départements, grand 3, les intercos. Eh bien, il y a un des trois qui est supprimé. Et je vous rappelle que sur le département, en l'espace de 6 mois, 6 mois, c'était au mois de mars, en l'espace de 6 mois, on nous a dit, bon, on supprime les départements en 2021. Oh, puis non, finalement, on va les supprimer en 2016. Oh, puis non, finalement, on va les supprimer en 2020. Ah, puis finalement, on les supprime plus. Entre les deux, entre 2020 on ne les supprime plus, vous aviez 3 modes de départements différents. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc la méthode, le calendrier, vous pensez que... Et quel est le problème que ça pose ? Le problème, c'est quand vous avez une méthode comme ça, une carte qui ne satisfait personne, et aucune carte ne satisfiera personne, on est bien d'accord. Mais si au moins elle repose sur une vision, sur des études d'impact, elle a un caractère objectif qui lui permet de tenir. La difficulté, c'est que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, vous aurez toute une série de territoires qui diront eh ben, cette carte, j'en veux plus, ça ne fonctionne pas, et on devra à nouveau tout changer. Bref, cette réforme territoriale dont le pays a besoin n'est toujours pas faite, et ils auront beau voter la nouvelle carte, malheureusement, elle sera remise en cause dans 5 ans. Et c'est ça le problème. Et vous estimez que c'est du bricolage? Ah ben complètement. Pourquoi du bricolage? Il faudrait qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi? J'ai plus de micro, mais ça, c'est parce qu'il est tombé. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi nous avons commencé, pour ce qui nous concerne, notre région, avec une frontière maritime, 400 km à l'ouest de ma ville. Donc il y a eu beaucoup de... Et qu'on va la finir, revirements, certes avec une frontière, avec de l'eau toujours, mais une frontière cette fois-ci fluviale, le Rhin, 400 km à l'est. On aura été baladé sur 800 km. Sur quelle base? Pourquoi? Si c'était bien fait, au moins on nous dirait que la logique économique, la logique des flux, la logique universitaire, la logique sanitaire, c'est de nous marier avec un tel ou un tel. Mais pas de nous balader comme ça du jour au lendemain en disant bah, vous commencez avec la Picardie à l'ouest, vous finissez avec l'Alsace à l'est. Quelle est la cohérence? C'est du bricolage. On a beaucoup hésité. Est-ce que vous pensez sincèrement que la réforme sera votée avant la fin du quinquennat, une réforme sera votée probablement avant la fin de la semaine. Donc effectivement, elle sera votée, j'ai pas de doute.
Mon problème, c'est la Appliquer, durabilité Et de là, cette réforme. pas convaincu. Comme elle est peu crédible et bricolée, je crains qu'elle ne Qu'elle soit ne dure pas dans le rapidement temps. remise en cause. On va passer à une autre séquence, on a paru, on va passer à une autre séquence pour ou contre, une séquence classique de l'émission qu'on a consacrée aux propositions faites à l'UMP pour essayer de comprendre un petit peu les lignes qui traversent votre formation politique. On vous soumet rapidement 5 propositions, vous nous dites si vous êtes pour, si vous êtes contre, avec un mot de justification. Est-ce que vous êtes pour ou contre, nous a paru, un contrat de 5 ans dans la fonction publique? Très difficile de vous répondre pour ou contre. Tout dépend du type d'emploi, mais qu'à un moment ou un autre, pour les nouveaux entrants sur des fonctions publiques non régaliennes, il y a effectivement un contrat à durée déterminée. C'est déjà le cas chez les militaires. Ça se réfléchit, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes pour ou contre un référendum autour d'une question, celle-ci notamment, est-ce que toute allocation doit avoir comme contrepartie une activité? Non. Et plus largement, est-ce que vous êtes pour ou contre davantage de référendums? Je suis très nuancé sur le référendum parce Oui. qu'en règle générale, les Français répondent à la personne qui pose la question et non pas à la question posée. Donc je suis très nuancé par rapport au référendum. Sur la question du RSA, vous savez, C'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Donc, Sur la question cette du RSA, sur volonté le de principe Oui. qui consiste à dire ce qui était l'idée initiale du RMI, puis l'idée initiale du RSA d'avoir une contrepartie activité, j'y suis plutôt favorable. Mais mettre ça Mais sur le dans principe, un référendum, Sur le principe. D'accord, Le problème, c'est la mise en œuvre. d'accord. Quand vous êtes à 1 million et demi de bénéficiaires du RSA, ça veut dire qu'il faut trouver 1,5 million d'activités non concurrentielles. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment de piquer des marchés au bas du privé pour foutre d'autres personnes au chômage. C'est quelque chose d'excessivement compliqué, premier point, et d'excessivement coûteux. Parce que quand vous allez faire de l'élagage d'arbres avec 10 personnes au RSA, il faut un encadrement. Donc il faut créer de l'activité, de l'emploi public sur finances publiques pour pouvoir encadrer ces personnes-là. Donc ça va coûter une fortune. Est-ce que vous êtes pour ou contre un durcissement des conditions d'accès à la nationalité française et la mise en place d'une préférence nationale en matière d'accès aux aides sociales? Non. c'est une proposition de François Fillon faite la semaine dernière. Il a le droit de la faire. On est C'est passé- son libre Donc arbitre. vous êtes J'ai aussi le droit de ne bien pas sûr, être donc tout à vous fait êtes sur cette d'ailleurs là ligne-là. pour exprimer vos divergences. Tout à fait. Et donc vous êtes contre. En un mot, Je suis contre l'idée. Prenons la deuxième partie de votre formule. Préférence nationale en matière d'allocation. Ben, pour moi, celui qui paye a droit à des allocations. Celui qui ne paye pas, il n'y a pas droit. Ce n'est pas une préférence nationale. C'est de se dire qu'une personne qui est étrangère, qui est durablement installée sur le territoire, qui paye ses cotisations sociales depuis des lustres, ben, il a le droit, derrière, parce qu'il a payé. On est dans un système assurantiel, ça s'appelle l'assurance maladie, l'assurance chômage ou l'assurance vieillesse. Il a payé, il a le droit de recevoir. Par contre, celui qui arrive nouvellement sur le territoire, qui est là depuis 3 mois, qui n'a rien versé, qui n'a pas cotisé, qui n'a pas payé son assurance, je rappelle que l'assurance maladie, chômage, vieillesse, accident du travail sont des principes assurantiels. Donc, a priori, quand vous ne payez pas votre cotisation d'assurance, on ne vous rembourse pas votre bagnole qui est cassée. Eh ben, c'est la même chose. Si vous payez, vous y avez droit. Si vous ne payez pas, vous n'y avez pas droit. pour ou contre, on a apparu la dégressivité du montant et de la durée de l'indemnisation chômage. Pour la dégressivité. Dégressivité du montant et de Du montant et de la durée, durée. les deux. Je pense qu'il faut effectivement réencourager, faciliter le retour à l'emploi. Et pour ce faire, avoir une indemnisation qui soit plus courte, plus dégressive, me paraît important. Pour ou contre l'exonération de charges sur 1 an ou 2 pour l'embauche d'un chômeur, c'est une proposition de Xavier Bertrand. Il faut avoir une discussion, je crois, plus globale là-dessus. L'idée telle qu'elle est là me convient très bien. Simplement, on ne pourra pas tout exonérer tout le temps et partout parce qu'il faut bien un peu de recettes. Et il me semble, pour ce qui me concerne, que je serais plus favorable à avoir très massivement une réduction des charges contre une augmentation de TVA, voire de CSG, pour réduire massivement les charges, et qu'on ne pourra pas démultiplier ce type d'opération-là. Donc il faut pour moi aller principalement dans cette direction-là. On passe à notre séquence, la troisième séquence de l'émission, consacrée aux questions économiques et aux réformes en cours menées par le gouvernement. Avec On va commencer par les bonnes nouvelles.
Ça changement en économie. Tant mieux. Non, l'Agence française pour les investissements internationaux révèle que la France gagne en attractivité, qu'il y a une meilleure compétitivité coût. Et on se demande, est-ce que le pacte de responsabilité, le CICE ou les signes du gouvernement en faveur des entreprises, est-ce que c'est pas en train de marcher, de donner confiance aux investisseurs? Ben, je le souhaite, je l'espère, je n'attends que ça et j'applaudirai le jour où ça arrivera. Donc si effectivement il y a quelques signes encourageants là, tant mieux et bravo. Ce que je regrette, c'est là encore les hésitations, les retours en arrière permanents. Le dernier en date étant l'interview du président de la République, qui était très amusante. Très amusante pourquoi? Parce qu'il nous dit, on a fait le CICE. Ça commence à porter ses fruits. Mais dans 3 ans, on supprimera le CICE et on fera un transfert de charges beaucoup plus simple, qui est une baisse de cotisation sociale contre la TVA, entre guillemets, qui a déjà été augmentée. Pourquoi pas le faire tout de suite? Ce qu'aurait préféré le patronat des aujourd'hui. Ce que tout le monde aurait préféré, c'est ce qui s'est appelé la TVA sociale. Mais j'imagine que politiquement parlant, il n'a pas envie, effectivement, de dire « Oh, ce que j'ai supprimé, je le refais ». C'est un détour C'est démagogique. dommage qu'on n'aille pas plus vite et qu'il nous dise « Je le ferai dans 3 ans ». Qu'il le fasse tout de suite. Ce sera beaucoup plus simple. On a du concret avec Bruno, qui nous dit être un salarié du BTP. Il nous dit, même si son application paraît compliquée, considérez-vous que le principe du compte pénibilité dans la réforme des retraites est un progrès social? Non. Non. C'est pas un progrès social. Pourquoi? Parce que quelque chose qui part probablement d'une bonne intention, mais qui devient une usine à gaz, ça s'appelle pas un progrès social. Dans le BTP en question, vous allez devoir compter dans des fiches pénibilité si votre salarié a passé 2 heures à monter des parpaings, 3 heures le dos un peu baissé pour travailler dans une position difficile, et vous allez devoir tous les jours compter ce genre de choses-là. C'est pas sérieux. Est-ce qu'on n'est pas dans la caricature un petit peu là, Benoît? Bien sûr, je suis dans la caricature. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas sérieux et que justement c'est caricatural. C'est complexe. À l'heure où on nous a annoncé un choc de simplification, le choc, ils l'ont pris dans la gueule, le BTP. Et c'est pas une bonne idée. Emmanuel Macron a saisi le Conseil d'État hier au sujet de la loi de l'activité et de la croissance, notamment avec les fameuses professions réglementées qui vont être revisitées, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous pensez notamment des notaires? Vous qui avez été ancien ministre du Logement, donc on sait que les notaires ont été particulièrement montrés du doigt sur le fait qu'ils gagnaient effectivement beaucoup d'argent quand l'immobilier allait très très bien et était au plus haut. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette volonté de réformer les professions réglementées et des notaires notamment? Que des professions gagnent beaucoup d'argent, tant mieux. Oui. On ne va pas commencer à dire que les chômeurs, c'est pas bien, le RSA, c'est pas bien, et puis que ceux qui gagnent de l'argent, c'est pas bien non plus. Donc qu'un professionnel du privé gagne de l'argent, gagne bien sa vie, tant mieux. Il nous en faut beaucoup plus. Premier point. Donc c'est pas parce qu'une profession gagne de l'argent que c'est scandaleux et qu'il faut lui mettre un coup de fusil par principe. Bien sûr. Bon, premier élément. Deuxième élément, l'accès des professions réglementées, c'est quoi l'idée? L'idée qui sort d'abord du rapport Attali, datant de rapport pour la croissance qui date de 2008 ou 2009, je ne sais plus, qui était de dire il faut déréglementer ces professions, pas tant d'ailleurs pour générer du pouvoir d'achat que pour générer de l'activité économique, générer de la croissance et effectivement faire un peu baisser les prix sur ce point-là. Mais pour ce qui me concerne, je considère effectivement que l'ouverture des professions réglementées, pourquoi pas, oui. J'y mets un bémol. Vous avez des gens qui sont rentrés dans ces professions en faisant des gros chèques. Parce qu'ils ont racheté des études, bien sûr. Parce qu'ils ont racheté une plaque de taxi, parce qu'ils ont racheté une licence X ou Y. Donc ils ont investi et pris un risque. À partir du moment où vous dites, voilà, ces professions, ils étaient X sur le marché, j'ouvre complètement le marché, sans indemnisation pour les professions en question, ça s'appelle de la spoliation. De la spoliation a priori. Donc il faut trouver, me semble-t-il, une bonne mesure par rapport à ça. Enfin et surtout, il faut, même si elles ne seront pas d'accord sur tout, discuter avec les professions en tant que telles. Vous ne pouvez pas, du haut de Bercy, quand vous appelez M. de Montebourg, prendre votre fusil en disant « ce matin, je vais dans la presse me faire telle ou telle profession ». C'est pas comme ça qu'on gouverne. Alors, est-ce qu'on gouverne comme Pierre Gattaz le voudrait en supprimant l'ISF? Est-ce que vous trouvez ça sensé comme proposition? Est-ce que c'est pas de la provoque Ça va être vécu comme de la provoque. Ça, c'est probable.
Mais ce n'est pas le sujet. Donc c'est Ne nous arrêtons pas à la forme. Posons-nous la question sur le fond. Arrêtons d'avoir en France La méthode des est débats aussi- tabous. Non mais la méthode Oui. est très importante. Oui. Elle est même majeure, C'est la vrai qu'en méthode. ce moment, le dialogue Vous social pouvez est en vous pleine planter. réforme. Vous pouvez vous planter sur des questions de méthode. Preuve en est par exemple sur la réforme territoriale qui part d'une bonne intention mais qui se plante sur la méthode. Donc la méthode est importante. Sur les partenaires Là, sociaux. on parle de la forme. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Acceptons d'ouvrir des débats en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu de temps en temps de sortir de nos tabous Oui, mais est-ce que en c'est se disant objectivons un débat. est-ce que c'est bien Faisons Monsieur réaliser- Gattaz de lancer des Mais- pavés dans la mare Mais peut-être tant de cette mieux façon-là s'il le fait. Ce que je regrette, c'est que d'autres ne le fassent pas. Moi le premier, ou nos partis politiques, parce que c'est quand même leur fonction principale, qu'on ouvre tous les débats. Le débat de la durée du travail, le débat effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans vos questions, du contrat à vie ou pas pour les fonctionnaires, la question de l'ISF, pour regarder effectivement le plus objectivement possible ce qui freine ou pas l'économie française, la croissance et donc l'emploi. Si on considère que l'ISF est un frein, eh bien oui, il faut le supprimer. Mais- S'il considère que ce n'est pas un frein, qu'il participe à l'expression de la solidarité, il faudra le maintenir. Mais le dialogue social à la française est reconnu, je veux dire, pour autant, le compromis est quelque chose d'important en France. Vous ne remettez pas en cause ce dialogue social à la française. Vous voulez le renforcer, vous Ce voulez... qui m'intéresse, c'est d'avoir des résultats. Ces résultats, ils passent bien évidemment par du dialogue social approfondi, avec une règle du jeu qui doit être relativement simple, semble-t-il. On donne aux partenaires sociaux la capacité de négocier, et ils l'ont aujourd'hui. Soit ils débouchent sur un résultat et on y va, soit ça ne débouche pas sur un résultat et le Parlement, le pouvoir politique, reprend la main et fait à leur place. Ce qu'il faut, c'est le faire très vite. Parce qu'à un moment, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on se pose à peu près les mêmes questions, qu'on est tous effarouchés tous les 10 ans parce que quelqu'un dit « Oh, il faut supprimer ou pas l'USF ». Arrêtons d'avoir ces débats-là, tranchons-les une bonne fois pour toutes en prenant des décisions. Parce que malheureusement, depuis 30 ans, on ouvre à peu près les mêmes sujets sans faire les réformes. Un mot, Benoît, apparu sur le budget 2015 et sous l'avenir. Est-ce que vous pensez que François Hollande, en promettant que les impôts n'augmenteraient plus jusqu'à la fin du quinquennat, a raison? Est-ce qu'il peut tenir cette promesse-là? Vous y croyez? Non, j'y crois pas. Parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, comme François Hollande, nous avait déjà dit, l'année prochaine, c'était 2014, hein, il n'y en aura plus. Ah ben, il y en a eu en 2014, il y en a eu en 2015, et maintenant on nous dit, 2016-2017, il n'y en aura plus cette fois-ci. Et puis on a un ministre en charge du budget, donc des impôts, M. Eckert, qui dit, oui. bon, c'est peut-être pas aussi clair que ça, on Ça va dépend, affiner un ouais, peu les choses, ouais. c'est plus complexe, En ça tout cas, dépend. là, en l'occurrence, M. Hollande semble avoir lancé un engagement formel, plus solennel qu'auparavant. Non, l'engagement de Jean-Marc Ayrault, vous pouvez retrouver les sons sans difficulté, est tout aussi formel, tout aussi solennel, il ne l'a pas tenu. Le problème, aujourd'hui, c'est la crédibilité de la parole publique. Quand un président de la République ou un Premier ministre, ou même un candidat d'ailleurs à une élection, s'engage sur quelque chose, il doit savoir le tenir. Sinon, effectivement, il n'y a plus de parole crédible. Mais ces déclarations sur les impôts, effectivement, sur le revenu notamment, et tous ces impôts dits nationaux, est-ce que ce n'est pas une manière de mettre une pression sur les patrons des collectivités locales, puisque les dotations de l'État étant moins importantes, on voit bien que demain, les impôts locaux et fonciers vont augmenter. Est-ce que vous êtes maire, député maire dans votre ville, Châlons-sur-Marne, est-ce que vous allez augmenter, vous, les impôts l'année prochaine? Non. J'ai annoncé pendant ma campagne électorale que je les baisserai en 2016, avant d'ailleurs que l'État ne nous ponctionne les 12,5 milliards d'euros. Et je précise tout de suite qu'il a raison de le faire. À partir du moment où les collectivités locales représentent 20% de la dépense publique, elles doivent représenter 20% de la réduction des déficits. Vous êtes prêt à faire des efforts? Donc il est normal sur qu'on fasse ce des terrain-là. efforts. Ce qui est gênant, c'est qu'on est les seuls à le faire. Ouais. Parce que l'État ne fait pas les économies. Il ne le fait que sur le dos des collectivités locales. Mais il est normal que les collectivités locales y participent à hauteur de ce qui a été fait. Je m'étais engagé à baisser les impôts en 2016. Je tiendrai cet engagement et je n'utiliserai pas les artifices gouvernementaux en cours qui sont scandaleux, et qui consistent à dire « Bon, on vous baisse les dotations, mais vous pouvez augmenter les impôts. » Non. À partir du moment où l'État nous dit on doit réduire la dépense publique au niveau de l'État comme des collectivités locales, on doit le faire par des économies et non pas réduire nos déficits en augmentant les impôts comme ils l'ont fait depuis 2 ans et demi maintenant.
Il nous reste Et 5 il ne minutes. faut pas faire la même chose au niveau des collectivités locales. Il nous reste 5 minutes de ma parue. On va aborder quelques informations qui ont marqué la semaine dernière. On va commencer avec une information qui a marqué la journée de vendredi. Pierre. Alors, c'est une étude de l'INSEE qui révèle que les aides au logement versées aux locataires poussent les loyers à la hausse. Est-ce qu'il faut tailler dans les aides au logement pour faire les économies et pour faire baisser les loyers? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, l'étude est tombée vendredi, mais effectivement, C'est pas nouveau. Il y c'est a à nouveau sur la aujourd'hui table. un chiffre peu connu, c'est que les APL, aides au logement, c'est 17 milliards d'euros. Je vous rappelle que le RSA, c'est 8 milliards d'euros. On parle beaucoup du RSA, on ne parle jamais des APL. C'est pourtant le double, 17 milliards d'euros. Enfin, plus du double, 17 milliards d'euros. Donc c'est une somme absolument gigantesque. Nous savons tous qu'effectivement, les APL font partie du prix maintenant du logement. On a tous vu les petites annonces. Logement étudiant tel prix, entre parenthèses, APL déduite. C'est-à-dire que même les bailleurs prennent en compte le montant de l'APL pour effectivement exprimer le montant réel du loyer. Ça veut bien dire que ça a été totalement intégré dans les prix. Donc il y a une réforme globale à faire sur les APL et je suis intimement convaincu que nous pouvons réformer les APL et faire effectivement des économies, non pas Si sur ça le n'a dos pas été des fait locataires, mais sur avant, les APL. Ça n'a pas été fait avant, c'est quoi, un manque de lucidité, de Non, courage c'est une complexité technique qui est gigantesque. L'une des idées qui a circulé à un moment, c'était de se dire est-ce qu'on n'a pas intérêt à supprimer la prime pour l'emploi, le RSA et l'APL pour faire une grande prestation qui inclut les 3 prestations actuelles et générer de la simplification en n'ayant qu'une allocation et des économies en réduisant son montant global. C'est une piste que vous C'est pourriez une piste qu'il réactiver. faut réactiver, mais qui est excessivement complexe techniquement à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que quand vous avez 3 millions de bénéficiaires d'un côté et 9 millions de l'autre, et que vous fusionnez l'ensemble, vous allez avoir beaucoup de perdants et peu de gagnants, et ça devient excessivement compliqué techniquement à faire. Allez, 2 dernières En questions. tout état de cause, l'APL, pour moi, doit être gelée. Oui. C'est-à-dire qu'il faut non pas continuer à l'augmenter année après année d'1% ou 2% en fonction de l'inflation, mais qu'il faut la geler Déconnecter, pour un temps, la déconnecter déconnecter, effectivement de des l'inflation. niveaux de vie. Les Français veulent de la transparence dans la vie politique et publique. Ils veulent également une exemplarité de leurs représentants. Aujourd'hui, Ils ont raison. on apprend aujourd'hui, dans Libération notamment, l'affaire Serge Dassault qui rebondit avec le versement d'un comptable suisse qui aurait ramené 53 millions en cash, en direct, en enveloppe, directement aux députés. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire et de cette exemplarité que les Français attendent? Alors, ce sont 2 sujets très différents. Parce que l'exemplarité, c'est aussi de respecter un nombre de principes qu'on rabâche aux oreilles des uns et des autres tous les jours. Par exemple, la présomption d'innocence, le secret de l'instruction, enfin, Bien des évidemment. petites babioles Bien comme ça. évidemment. Mais l'exemplarité, c'est aussi de respecter tous les principes. Premier élément. Deuxième élément, oui, les élus doivent être surexemplaires. C'est-à-dire plus exemplaires que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent l'argent public, ils sont comptables du denier public, ils sont élus pour ça. Donc il faut une confiance totale Donc, la haute dans leur autorité probité. sur la transparence. C'est pas le fait cas bien son boulot. aujourd'hui. C'est trop facile de Est-ce vouloir qu'on lui accorde accuser trop un de tel ou travail? un Est-ce qu'on lui tel. accorde trop de pouvoir? Il semblerait, là c'est contradictoire. Oui, Soit elle fait pas son boulot, soit on lui accorde trop de pouvoir, c'est un peu C'est- contradictoire. C'est des arguments, Écoutez, c'est des il critiques qu'on lui fait. semblerait, je ne sais pas, qu'elle ait pour l'instant réussi à sortir, entre guillemets, comme on dit, quelques dossiers. Donc s'il y a un gendarme crédible, qui fait son boulot et qui le fait bien, je pense que les brebis galeuses vont rentrer dans le rang. Bon, Ça suffit. Je rentrer veux dans le juste rang? te Est-ce dire qu'il faut une qu'il soit chose. exclu. oui, bien sûr, mais à une condition. Pas préventivement. Pas préventivement. Donc arrêtons d'utiliser les conditionnels qui sont de bon usage dans vos professions pour dire « il aurait », comme ça j'accuse pas, on dit « il aurait ». Bon, sauf que je lui mets 3 balles au passage. Effectivement, si derrière le type est déclaré innocent, problème. Là, en Donc l'occurrence, c'est attendons, haute autorité attendons. qui a transmis à la justice. Voilà, quelqu'un un donc peu suspect. attendons que la justice. Mais là encore, c'est pas parce que vous êtes suspect que vous êtes coupable. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Rappelons-le, oui, Donc c'est juste. attendons que la personne soit condamnée. Et à ce moment-là, effectivement, il faudra taper durement contre quelqu'un qui représentait les Français et qui l'a mal fait. Il faudra taper durement Allez, à ce moment-là. on a parlé- Mais essayons de respecter tous les principes. On finit d'un mot sur cette affaire Fillon-Jouillet, vous savez, qui a un petit peu vampirisé l'actualité ces derniers temps. Fillon a finalement décidé de porter plainte officiellement contre le secrétaire général de l'Élysée. Franchement, en un mot, est-ce que vous pensez sincèrement que M. Jouillet a menti délibérément et quel intérêt il aurait eu à mentir? Je crois
d'essayer de vous dire pendant quelques instants que si on pouvait attendre les décisions de justice avant chacun de donner notre point de vue, alors que chacun d'entre nous, nous quatre, nous ne connaissons strictement rien dans ce dossier-là, enfin, à part ce qu'on en a lu dans la presse, c'est-à-dire probablement un quart de la vérité, bah, peut-être qu'on peut juste attendre. Et là, en plus, on n'aura pas longtemps à apprendre, puisque j'ai cru comprendre que c'était cette semaine ou la semaine prochaine que le délibéré serait rendu. Donc, on a une semaine à attendre. Je pense qu'on a la capacité d'attendre cette semaine-là avant de nous prononcer. Très bien. Mais là encore, essayons de respecter les principes qui existent. C'est normal que les hommes politiques, on leur demande une plus grande probité. Mais si on veut accepter des principes, notamment de présomption d'innocence, de tout ce qu'on veut, etc., essayons de les respecter un tout petit peu aussi. Très bien, ce sera le mot de la fin, Benoît Paru. Merci d'avoir été ce matin dans Direct Politique. Merci messieurs, merci chers internautes. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit. D'ici là, restez connectés. À bientôt.